Vous avez déjà l'impression qu'un déjà-vu cinématographique a engourdi vos soirées cinéma? Accrochez-vous, car les 15 mastodontes de guerre et de crimes que nous allons présenter ne sont pas seulement des classiques, ce sont des grenades cinématographiques prêtes à faire exploser vos attentes. Des tranchées imbibées de napalm aux conspirations dans les ruelles pleines d'acide moral, ces géants des années 70 feront sursauter même le cinéphile le plus aguerri. Prêt à prendre d'assaut les lignes de front d'une grandeur oubliée? Plongeons-y. Apocalypse Now, 1979. Le fleuve Mekong devient un cauchemar néon dans la réinterprétation fiévreuse de Heart of Darkness par Francis Ford Coppola. La mission secrète du capitaine Willard pour éliminer avec préjugés extrêmes. Le colonel renégat Kurtz se transforme en une odyssée psychédélique où la moralité fond comme la chaleur de la jungle. L'introspection torturée de Martin Sheen, la gravité ombragée de Marlon Brando et un casting complété par Robert Duvall qui a improvisé ce brin d'audace « J'adore l'odeur du napalm » font vibrer chaque image. Les coûts de production ont dépassé 31 millions de dollars après qu'un typhon ait détruit les décors et que Sheen ait subi une crise cardiaque, forçant Coppola à hypothéquer son vignoble. Le réalisateur lui-même a souffert d'une dépression nerveuse pendant le tournage, menaçant une fois de se suicider. Nous étions dans la jungle. Il y avait trop d'entre nous. Nous avions accès à trop d'argent, trop d'équipements, et peu à peu, nous sommes devenus fous, a avoué Coppola plus tard à Cannes. Ce que la plupart des spectateurs ne savent pas, c'est que Sheen était réellement ivre lors de la scène d'ouverture dans la chambre d'hôtel. C'est du vrai sang sur les miroirs après qu'il en ait brisé un avec son poing. L'équipe a continué à filmer. Et Brando? Il est arrivé avec 40 kilos en trop, complètement chauve, et n'avait pas lu un mot du script. Coppola a dû le filmer dans l'ombre, improviser le dialogue et lui payer 1 million de dollars à l'avance. Ce n'est pas de la magie du cinéma, c'est de la survie cinématographique. Les critiques étaient abasourdis, mais fascinés, et les 150 millions de dollars que le film a finalement rapportés l'ont couronné comme l'épopée de guerre la plus audacieuse de la décennie. Plus de 40 ans plus tard, les cinéphiles débattent encore de savoir si le redu ou le montage final saisit mieux son cœur hallucinatoire, preuve que ce chef-d'œuvre refuse de disparaître tranquillement dans la lisière. Si vous ne regardez qu'un seul film sur la guerre du Vietnam, ce devrait être celui-ci. Préparez-vous simplement à un voyage qui pourrait vous laisser aussi abasourdi que les personnages eux-mêmes. The Deer Hunter, 1978. L'aria en 3 actes de Michael Cimino se déplace des aciéries de Pennsylvanie aux antres de la roulette russe de Saïgon, révélant comment le conflit se répercute à travers l'amitié et la foi. Le Michael stoïque de Robert De Niro, le nez canté de Christopher Walken et la douce Linda de Meryl Streep forment un triangle tragique qui a valu 9 nominations aux Oscars et 5 victoires, dont celle de meilleur film. Tourné avec un budget gonflé à 15 millions de dollars, la production a introduit clandestinement des caméras dans de véritables salles de jeu thaïlandaises pour capturer l'authenticité moite des scènes de roulette. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Cimino a tourné plus de 1 300 000 pieds de pellicule, assez pour faire un film de 50 heures, et le processus de montage était si intense qu'un monteur a quitté en cours de production. Les premiers spectateurs ont quitté la salle, secoués par la brutalité, mais le bouche à oreille a permis au film d'atteindre 49 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Les scènes de roulette russe controversées ont suscité la polémique, de nombreux vétérans affirmant que de tels jeux n'ont jamais eu lieu au Vietnam. Néanmoins, la vérité émotionnelle du film transcende les disputes factuelles. Il capture la dévastation psychologique de la guerre comme peu d'autres. Aujourd'hui, il reste un hymne doux amer à la persistance et à l'effondrement de la fraternité au milieu des éclats de guerre. Patton, 1970. George C. Scott n'incarne pas seulement le général George S. Patton. Il l'incarne totalement, son bâton de commandement résonnant contre le podium de l'histoire. La toile de 70 mm de Franklin G. Schaffner raconte du nord de l'Afrique jusqu'au Rhin, tandis que l'écho de la trompette de Jerry Goldsmith imite les charges de cavalerie lointaines. Avec un budget alors conséquent de 12 millions de dollars, les producteurs ont filmé dans les déserts espagnols, remplaçant à bon marché la Tunisie, en recyclant des chars de la bataille des Ardennes pour réduire les coûts. Scott a refusé son Oscar du meilleur acteur, déclarant que le métier d'acteur était un art, pas une compétition, ce qui n'a fait qu'ajouter à l'aura rebelle du film. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que Scott n'a jamais regardé le film terminé, refusant de se voir à l'écran. Le discours d'ouverture, prononcé devant un immense drapeau américain, n'était même pas dans le scénario original. L'écrivain Francis Ford Coppola l'a ajouté la veille du début du tournage, créant l'une des ouvertures les plus emblématiques du cinéma. Les stratèges le projettent encore dans les académies militaires, disséquant l'audace de Patton à la fois comme modèle et mise en garde. Si vous pensez que les films de guerre
sont seulement à propos des explosions. Celui-ci vous montrera la psychologie complexe derrière le génie militaire. Un pont trop loin, 1777. Richard Attenborough réunit l'une des plus denses formations d'étoiles du cinéma de guerre, Connery, Caine, Redford, Hackman, seulement pour les parachuter dans l'ambition perdue de l'opération Market Garden. De vrais ingénieurs royaux ont reconstruit le pont de Nimègue, tandis que des vétérans ont conseillé sur le largage d'Arnhem, renforçant l'authenticité pour un budget colossal de 22 millions. La production a utilisé plus de véhicules militaires que l'opération elle-même, avec plus de 4000 uniformes fabriqués à partir de zéro pour habiller la distribution massive. Lors du tournage des scènes de saut en parachute, l'équipe de production a utilisé de véritables parachutistes qui ont dû sauter plusieurs fois pour obtenir suffisamment d'images, l'un des plus grands largages depuis la Deuxième Guerre mondiale elle-même. Bien que les critiques américains aient rechigné à son rythme solennel, les spectateurs européens ont apprécié sa franchise, faisant dépasser les recettes mondiales 50 millions de dollars. Contrairement à la plupart des films de guerre de l'époque, il a osé montrer les Alliés faisant des erreurs catastrophiques, une démarche audacieuse à peine 3 décennies après la guerre. La leçon ? Même les héros peuvent se noyer dans la bureaucratie, et aucun pont ne vaut une rivière de vie gaspillée. Croix de fer, 1977. Sam Peckinpah abandonne le mythe héroïque pour se vautrer dans la boue avec un peloton allemand chancelant sur le front de l'Est. Le sergent Steiner de James Coburn se bat contre l'officier prussien aristocratique de Maximilian Schell dans un duel primitif de classe et de survie. Tourné dans la Yougoslavie fractieuse avec de vrais chars T-34 récupérés dans des dépôts locaux, la production a perdu énormément de fonds, obligeant Peckinpah à mettre en gage du matériel pour continuer le tournage. L'alcoolisme du légendaire réalisateur a atteint un niveau critique pendant la production, les membres de l'équipe cachant des bouteilles de vodka sur le plateau pour le maintenir fonctionnel. Malgré ces difficultés, la violence au ralenti, marque de fabrique de Peckinpah, a atteint de nouveaux sommets de brutalité stylisée. Son message nihiliste a secoué le public des années 1970, mais a reçu les éloges d'Orson Welles, qui l'a qualifié de la déclaration anti-guerre la plus honnête jamais filmée. Le film a été largement ignoré aux États-Unis, mais est devenu un succès en Allemagne, prouvant que parfois les vérités les plus inconfortables finissent par trouver leur public. Si vous avez soif d'authenticité à ras de tranchée, celui-ci vous frappe comme un éclat et vous laisse remettre en question ce que le héroïsme signifie vraiment dans le hachoir de la guerre moderne. Soldier of Orange, 1977. Avant Robocop ou Basic Instinct, Paul Verhoeven a réalisé cette épopée néerlandaise dynamique suivant 6 amis de l'université de Leiden à travers l'occupation, la résistance et la trahison. Le charismatique Eric de Rutger Hauer et le tourmenté Goose de Gerwyn Krabbe ancrent un récit passant des vols clandestins à l'exil londonien de la reine Wilhelmina. Avec les studios néerlandais incapables de financer la facture de 5 millions de dollars, 36 entreprises ont investi en faisant le film le plus cher des Pays-Bas à cette époque. Le pari a porté ses fruits. Il s'est mieux vendu que Star Wars au niveau national et reste un visionnage obligatoire dans les programmes d'histoire des lycées néerlandais. Ce qui rend ce film spécial, c'est la façon dont il dépeint la complexité morale de l'occupation, montrant les collaborateurs, les résistants, et ceux pris entre les deux avec une humanité égale. Vous êtes-vous déjà demandé d'où Verhoeven a tiré cet œil inébranlable pour la violence qui a ensuite défini Robocop et Starship Troopers? C'est d'ici. Enfant pendant l'occupation nazie, le jeune Paul a vu des combats aériens au-dessus et des corps dans les rues. « J'ai vu un avion s'écraser sur une maison derrière mon école primaire », a-t-il révélé une fois. Ces images marquent l'esprit d'un enfant. Cette authenticité imprègne chaque image. La célèbre scène de la plage du film, où les étudiants courent nus dans la mer du Nord, symbolise leur dernier moment d'innocence avant que la guerre ne les transforme à jamais. La scène n'était pas juste un enrichissement artistique. Cela s'est réellement passé pendant les années universitaires de Verhoeven, rendant ce film intensément autobiographique. Le plateau du restaurant tournant, où Eric rencontre son contact allemand, était une merveille d'ingénierie qui a pris 20% de tout le budget pour sa construction. Verhoeven apporterait plus tard ce même regard sans faille à Hollywood, mais jamais avec un investissement personnel aussi fort. Ce n'est pas qu'un film de guerre. C'est une histoire de passage à l'âge adulte, où la maturité arrive sous la menace des armes, preuve que la fanfaronnade et le savoir peuvent partager le même uniforme. Si vous pensez connaître Verhoeven à travers son travail à Hollywood, préparez-vous à découvrir le cinéaste avant que Hollywood n'aseptise sa vision. Catch 22, 1970. Mike Nichols traduit la satire en boucle de Joseph Heller, en un carrousel surréaliste où la survie dépend de prouver que vous êtes fou, mais le faire prouve que vous êtes suffisamment sain d'esprit pour voler. Le Yossarian perplexe d'Alan Arkin ancre un ensemble de célébrités. Orson Welles, Jon Voight, Bob,
Newhart, tourné sur un ranch de flotte de bombardiers à 20 grandeur nature, acheté pour 11 millions de dollars. Les plannings de tournage ont dérapé après qu'une tempête méditerranéenne a endommagé les décors, reflétant l'esprit chaotique du roman. La production a rassemblé la plus grande collection de bombardiers B-25 Mitchell depuis la Seconde Guerre mondiale, avec 17 avions authentiques. Un exploit qui serait impossible aujourd'hui, étant donné la rareté de ces avions. Devenir. Bien que les recettes au box-office aient à peine égalé les coûts, la logique frénétique du film s'est infiltrée dans la culture populaire. Catch 22 définit désormais toute situation sans issue dans notre lexique. Les critiques l'ont d'abord rejeté comme inférieur au roman, mais le temps a été clément avec cette adaptation. Son style narratif fragmenté était simplement en avance sur son « Observez comment Nichols utilise la répétition et la logique circulaire pour créer un monde où la raison elle-même est la première victime. » La gymnastique mentale n'a jamais semblé si mortelle. Torah, 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 1970. Cette épique binationale alterne entre les salles de planification japonaises et les erreurs américaines pour recréer Pearl Harbor avec une précision clinique. Précision. Les réalisateurs, Richard Fleischer, Kinji Fukasaku et Toshio Masuda, ont chorégraphié des combats aériens en utilisant 30 répliques de Zeros et des bombardiers en piqué reconstruits sur des entraîneurs Harvard. Les coûts ont grimpé à 25 millions de dollars, astronomique en 1970. Pourtant, le pari a remporté un Oscar pour les effets visuels et a rapporté 77 millions de dollars. À l'échelle mondiale, ce qui rend ce film unique, c'est sa perspective équilibrée, montrant à la fois les points de vue américains et japonais avec une égale respect. À l'origine, Akira Kurosawa devait diriger les segments japonais, mais a quitté le projet après 2 années de préparation, invoquant des différences créatives. La séquence la plus spectaculaire du film, l'attaque elle-même, a utilisé de véritables explosifs si puissants qu'ils ont endommagé des bâtiments à proximité de la base navale de Pearl Harbor. Pas de CGI ici, juste des effets pratiques à l'ancienne qui tiennent toujours. Aujourd'hui, son objectivité nette incite les experts à le saluer comme l'étude de cas définitive sur l'échec du renseignement. Car avec le recul, on voit toujours 20 sur 20, mais la pellicule est éternelle. Chinatown, 1974. Roman Polanski échange les balles contre les droits à l'eau, plongeant le détective privé de Jack Nicholson dans un noir éclatant de soleil où la soif de Los Angeles engendre meurtre. Le scénario sinueux de Robert Towne a coûté 500 000 $ à Paramount, des cacahuètes comparées aux normes d'aujourd'hui. Pourtant, les décors inspirés par Frank Lloyd Wright et la trompette mélancolique de Jerry Goldsmith habillent chaque image. Les producteurs du studio voulaient initialement une fin heureuse. Polanski a insisté sur la tragédie et l'histoire lui a donné raison. En fait, la partition saisissante de Goldsmith a été composée en seulement 10 jours après que la musique originale a été rejetée, prouvant que parfois le génie émerge sous pression. Le passé traumatique de Polanski a inspiré la fin inébranlable du film, créant l'une des répliques finales les plus dévastatrices du cinéma. Oublie ça, Jake. C'est Chinatown. Avec 29 millions de dollars de recettes pour un budget de 6 millions de dollars et 11 nominations aux Oscars, Chinatown reste le modèle pour les récits de corruption urbaine, plus sombre que n'importe quel champ de bataille. Son influence s'étend au-delà du cinéma. Le film a exposé de nombreux Angelenos aux politiques de l'eau douteuse de leur ville pour la première fois. Chaque néo-noir depuis vit dans son ombre, et peu ont égalé sa fusion parfaite de style et de substance. Serpico, 1973. Le flic infiltré hirsute d'Al Pacino mène une croisade personnelle contre la corruption du NYPD dans le drame procédural âpre de Sidney Lumet. Tourné chronologiquement pour que Pacino puisse suivre la désillusion de Serpico, la production a parcouru 104 lieux à New York en 52 jours, souvent en volant des prises en mode guérilla. Avec un budget de 3 millions de dollars, il a rapporté 10 fois plus, permettant au véritable lanceur d'alerte Frank Serpico de donner des conférences sur l'intégrité, partout dans le monde. L'engagement de Pacino était légendaire. Il a insisté pour vivre dans un appartement similaire à celui de Serpico, et il a même patrouillé avec des officiers du NYPD pour s'imprégner de leur état d'esprit. Le véritable Serpico a visité le plateau, mais a trouvé cela trop émotionnellement accablant pour y rester longtemps. L'esthétique granuleuse et proche du documentaire du film a influencé d'innombrables drames policiers qui suivirent. Avant Serpico, les flics corrompus étaient généralement des méchants secondaires. Ce film a osé faire de la corruption systémique l'antagoniste central. Si le courage avait un visage et une barbe broussailleuse, ce film l'a encadré. Quand vous le regardez, rappelez-vous, ce n'était pas de la fiction. C'était Jeudi pour Frank. Serpico. Le Parrain, 1972. Francis Ford Coppola transforme le best-seller de Mario Puzo en un tonnerre shakespearien, évoquant des coups de baptême en chiaroscuro et une tête de cheval. Ultimatum.
Paramount a déboursé 6 millions de dollars après avoir presque licencié Coppola 2 fois pour recréer le New York des années 1940 sur des plateaux de tournage imprégnés de nostalgie aux teintes orangées. L'audition excentrique de Marlon Brando, bourrant des mouchoirs dans ses joues, a donné naissance à une performance qui a rapporté 250 millions de dollars dans le monde entier et a à jamais réécrit le livre des règles du cinéma gangster. Les dirigeants du studio voulaient à l'origine Ernest Borgnine ou Danny Thomas pour Don Corleone, et ils se sont opposés à la distribution d'Al Pacino dans le rôle de Michael, préférant Robert Redford ou Ryan O'Neal. Imaginez simplement à quel point l'histoire du cinéma serait différente. Voici le plus surprenant que la plupart des gens ignorent. Le studio détestait tellement le travail de Coppola qu'ils avaient assemblé une équipe fantôme prête à prendre le relais lorsqu'il serait licencié. La pression était si intense que Coppola a vomi de stress un matin avant le tournage. Et cette scène de la tête de cheval, c'était une véritable tête de cheval obtenue auprès d'une entreprise de nourriture pour chiens. Usine. La réaction horrifiée de l'acteur? Pas du jeu. La cinématographie ombragée du film n'était pas qu'un choix artistique. Elle est née de la nécessité, lorsque Paramount a réduit le budget, forçant Gordon Willis à dissimuler les décors peu coûteux dans l'obscurité. Cette limitation a créé le style signature du film, prouvant que parfois les contraintes créent des chefs-d'œuvre. Les dirigeants du studio ne pouvaient même pas voir le visage de Brando dans les rushs, et ont exigé un éclairage plus lumineux. Willis a refusé, ce qui lui a valu le surnom de Prince des Ténèbres. De nombreuses scènes ont été improvisées, y compris la célèbre réplique de Clemenza « Laisse le pistolet, prends les cannolis ». Le chat dans la scène d'ouverture de Brando, un chat errant que Coppola a trouvé sur le plateau et que Brando a adopté entre les prises. Et Pacino. Il était tellement convaincu qu'il serait renvoyé qu'il se saoulait presque chaque nuit, certain que chaque jour serait son dernier sur le plateau. Laissez le pistolet, prenez le chef-d'œuvre, et remercier les dieux du cinéma que le studio n'ait pas eu gain de cause. Le Parrain, deuxième partie, 1974. Le coup de génie s'est reproduit alors que Coppola a entrelacé la consolidation glaciale de Michael Corleone avec l'ascension immigrée de Vito, innovant avec la suite préquelle non linéaire, hybride. En redoublant d'efforts avec un budget de 13 millions de dollars, la production a recréé le Lower East Side des années 1910 sur Dominican Avenue, en étendant des cordes à linge à travers les Caraïbes, humidité. Les critiques ont initialement rechigné face à son introspection sombre. Aujourd'hui, beaucoup le considèrent supérieur à l'original, soutenu par 6 Oscars, dont celui du meilleur film, une première pour la franchise. De Niro a appris le dialecte sicilien pour le rôle et a pris 40 livres pour incarner le jeune Vito, tandis que l'interprétation troublante de Pacino montre une âme se calcifiant dans le réel, tant. Les récits parallèles créent un portrait dévastateur de la corruption du rêve américain à travers générations. Les scènes du film au lac Tahoe ont en réalité été tournées au domaine Fleur de Lac du côté californien du lac Tahoe, le même endroit où, des années plus tard, des parties du Parrain Partie 3 seraient filmées. Regardez comment Coppola utilise des bleus froids pour la chronologie de Michael et des tons sépia chauds pour celle de Vito. Narration visuelle à son meilleur. La loyauté familiale n'a jamais été aussi meurtrière, et l'histoire du cinéma n'a jamais été la même. Mean Streets, 1973. Le baptême cinétique de Martin Scorsese inonde Little Italy de néon rouge et de culpabilité catholique alors que Charlie, interprété par Harvey Keitel, lutte avec le péché tout en maîtrisant Johnny, une dynamo incarnée par Robert De Niro. Garçon. Tourné en 16e de millimètre en mode guérilla pour 500 000 $ avec des prêts personnels refusés par Roger Corman parce que Marty ne voulait pas ajouter une scène de nu obligatoire, cette urgence à main levée a forgé la signature de Scorsese. Les recettes au box-office ont traîné, mais les critiques ont été enchantées, et aujourd'hui son plan séquence d'ouverture Be My Baby est enseigné dans toutes les écoles de cinéma. 101. Scorsese a utilisé son propre appartement pour le tournage, et a engagé ses parents comme figurants. Sa mère a même cuisiné pour l'équipe. Le réalisateur a insisté pour tourner dans de véritables lieux de Little Italy, plutôt que sur des plateaux, donnant au film son authenticité indéniable. L'entrée de De Niro, filmée au ralenti alors qu'il se pavane dans un bar, sur Jumping Jack Flash, a établi un modèle pour les introductions de personnages que les cinéastes copient encore, aujourd'hui. Les scènes de combat étaient partiellement improvisées, avec de vrais coups de poing occasionnellement portés. L'éducation catholique de Scorsese imprègne chaque image avec des thèmes de culpabilité et de rédemption qui allaient définir sa carrière. Parfois, la révolution commence au coin de la rue, et parfois elle commence avec une caméra entre les mains d'un réalisateur de 30 ans, avec tout à prouver. Un après-midi de chien, 1975. Sonny Wardsick voulait seulement de l'argent pour l'opération de son amant et a fini par détourner l'Amérique des années 1970. Téléviseur. Le braquage, en temps réel de Lumet, nous confine dans une banque de Brooklyn, accablé par la chaleur
et sous le regard du public. L'improvisation Attica d'Al Pacino a enflammé les foules sur le plateau et chez eux, tandis que le sale, au doux parler de John Cazale a percé les cœurs avec un sobriquet. Un budget moyen de 3 500 000 $ rapportant 56 millions de dollars, le film a prouvé que le commentaire social pouvait porter une cagoule et tout de même faire de l'argent. Basé sur une histoire vraie, le vrai Sony a regardé le film depuis la prison et a affirmé qu'il était seulement 30% précis, bien qu'il ait loué la performance de Pacino. Le film a été tourné en séquence linéaire sur 21 jours seulement dans le même quartier de Brooklyn où le véritable cambriolage a eu lieu. L'approche de Lumet, ressemblant à un documentaire, s'est étendue au casting de véritables employés des journaux télévisés dans leur propre rôle et à l'utilisation de figurants habitant le quartier. Il a interdit la climatisation sur le plateau malgré le tournage pendant une vague de chaleur, garantissant ainsi des performances trempées de sueur authentique. La représentation sympathique d'un protagoniste gay dans le film était révolutionnaire pour 1975, en faisant non seulement un film de braquage, mais aussi une étape importante pour la représentation LGBTQ+ dans le cinéma grand public. Dirty Harry, 1971. L'inspecteur impassible Harry Callahan, incarné par Clint Eastwood, poursuivait un tireur d'élite du Scorpion à travers le brouillard de San Francisco, lançant à la fois des tropes modernes d'action et des débats culturels en un coup de calibre 44. La mise en scène sans fioriture de Don Siegel exploitait des lieux réels. Golden Gate Park, le stade de Kezar, maintenant les dépenses à 4 millions de dollars et récoltant 36 millions de dollars sur le marché intérieur. Les critiques l'ont accusé de sous-entendu fasciste. Le public a applaudi le pré-écho de Make My Day. Frank Sinatra avait été initialement choisi pour le rôle de Harry, mais a dû abandonner à cause d'une blessure à la main, ouvrant la voie au rôle emblématique d'Eastwood. Le méchant du film était vaguement basé sur le tueur du Zodiac réel qui était encore en liberté lorsque le tournage a commencé. Eastwood a réalisé la plupart de ses propres cascades, y compris la fameuse scène du pont où Harry saute sur un autobus scolaire en mouvement. L'acteur a également contribué au développement du personnage, en suggérant le célèbre Magnum 44 comme arme de choix de Harry. Que vous voyiez un fantasme de justicier ou un regret pour l'ordre et la loi, le viseur du film fixe toujours notre conscience collective. Il a engendré 4 suites et d'innombrables imitateurs, mais aucun n'égale la puissance brute de l'original. Et voilà 15 titans incendiaires de guerre et de crime qui ont prouvé que les années 70 étaient le Far West du cinéma, où le courage, la corruption et le chaos s'affrontaient image par image. Quel titre a le plus explosé votre esprit? Laissez votre choix dans les commentaires. Nous lisons chaque commentaire comme des informations classifiées. Écrasez ce bouton like si vous avez ressenti l'explosion. Appuyez sur s'abonner et activez la cloche pour ne jamais manquer une autre projection secrète de chefs-d'œuvre cachés des classiques de l'âge d'or. Jusqu'au prochain bobine, gardez les projecteurs en marche, gardez le popcorn prêt, et souvenez-vous, le passé n'est pas mort. Il attend juste dans l'obscurité sa prochaine renaissance à minuit.